Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Dokkan, une solution de gestion pour les environnements Proxmox qui se présente comme une alternative à des solutions comme Portainer et Arcan. Alors, quelles sont les fonctionnalités de Dokkan? Pourquoi je l'ai particulièrement apprécié, comment l'installer et surtout bien comment l'utiliser? Eh bien, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo puisque on va vraiment faire un tour d'horizon de la solution et il y a vraiment beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer parce que cette solution, eh bien, elle offre vraiment beaucoup de possibilités pour avoir un aperçu complet et une maîtrise complète de ces conteneurs Docker. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo, mais pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et puis à mettre un petit like sur cette vidéo. Alors on va commencer par faire un tour sur le site officiel de Dokkan, et ce que l'on va pouvoir voir déjà dans un premier temps, c'est que c'est une solution qui est gratuite pour un usage personnel, notamment pour un home lab, mais si on s'oriente sur de l'entreprise, même du small business, eh bien il va falloir payer une licence, c'est clairement précisé ici. Donc déjà, c'est quelque chose de notable que je souhaitais préciser d'entrée. Ensuite, autre chose que je souhaitais préciser avant même d'évoquer les fonctionnalités, c'est la partie licence. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez particulier au niveau de Dokkan. Donc on va basculer directement tout en bas du site web de la solution. Et ici, nous voyons que nous sommes sur une licence BSL 1.1 avec une petite flèche vers Apache 2.0 en 2029. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la licence BSL n'est pas une licence open source. On est plutôt sur du fair code. D'ailleurs, les puristes au niveau open source pourront certainement critiquer cette licence qui a été introduite il y a quelques années. L'idée, c'est surtout de restreindre l'utilisation commerciale de la solution Dokkan, tout en garantissant que dans quelques années, en l'occurrence ici en 2029, la solution passe sur une licence open source, en l'occurrence ici une licence Apache 2 qui est relativement permissive. Donc voilà, il y a cette petite subtilité, cette petite précision, mais qui est important, que je souhaitais faire dès le début de la vidéo pour vous dire que voilà, on peut considérer que Dokkan n'est pas open source. Pour autant, eh bien, on a accès au code source sur GitHub. Donc vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur le GitHub de la solution et vous avez tout le code source à votre disposition. C'est plus sur l'utilisation du code source, etc. qu'il y a des restrictions. Alors, c'est bien précisé d'ailleurs ici de toute façon. Il y a une notion de licence. D'un côté, on peut se dire c'est pas plus mal, ça va permettre potentiellement de pérenniser ce projet, tout en ayant le confort eh bien, de pouvoir l'utiliser à titre personnel. Maintenant, si on regarde un petit peu la partie fonctionnalité. Et on va voir que ça va être assez large puisque on va avoir notamment tout ce qui va être la gestion des conteneurs. Donc arrêter, démarrer, redémarrer les conteneurs. On va avoir une visibilité complète sur les ressources consommées, voire même sur le contenu des images comme nous le verrons après. On peut avoir un shell direct sur les conteneurs, on peut consulter les logs, on peut parcourir les données des conteneurs. On va pouvoir gérer tout ce qui est stack. Donc là c'est tout ce qui est Docker Compose. Nous verrons ensuite qu'on peut vraiment créer des stacks Docker Compose en mode web et même aller récupérer les stacks existantes qui pourraient se trouver sur le serveur Docker. Il y a aussi des intégrations possibles avec Git, ce qui permet de pousser directement des releases par l'intermédiaire de Dokkan. Donc c'est assez poussé à ce niveau-là, assez intéressant. On a d'autres fonctionnalités au niveau observabilité, supervision, la gestion multi-host, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter Dokkan sur la machine locale, mais également sur d'autres machines distantes, soit en connexion directe ou soit en connexion initiée par l'agence, qui peut être intéressant pour passer certains firewalls. Après, on a toute la partie sécurité, vous allez avoir du MFA sur le compte, vous avez l'OIDC pour l'authentification SSO, il y a la partie LDAP, Active Directory, qui est supportée aussi, mais limitée à la version entreprise, tandis que ce que je viens d'évoquer, MFA, SSO, OIDC, ça c'est gratuit. Ce qui est gratuit également, c'est la partie Vulnerability Scanning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du scan de vulnérabilité sur les images Docker des projets que vous utilisez pour voir si oui ou non il y a des failles en utilisant soit Gripe ou Trivy comme c'est précisé ici. Donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux, en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui est mentionné ici, la gestion des accès basés sur les rôles, donc tout ce qui est airbag, ça c'est limité aussi à la version Enterprise. Donc voilà pour la présentation globale du projet. Ça se déploie très facilement parce que vous avez une commande ici pour faire simplement un Docker Run. Si vous voulez faire un Docker Compose, vous avez la version ici basée sur SQLite. Et si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus performant, on va dire, avec un PostgreSQL, eh bien vous avez une version de Docker Compose qui est précisée également ici, qui vous permet de faire l'installation très facilement. Alors je vais maintenant basculer justement dans VS Code de façon à vous montrer la configuration que j'ai déployée, et puis après on va vraiment faire un tour d'horizon, une prise en main complète de la solution. Alors voilà, pour ce projet, j'ai créé un dossier Dokkan avec un sous-dossier data pour la persistance des données, j'ai fait un fichier dockercompose.yml avec le contenu que vous pouvez voir à l'écran,
qui me permet de publier l'application au travers du reverse proxy Traffic. Alors, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir cette configuration-là, vous pouvez faire quelque chose de plus simple. Reprenez l'exemple qui est sur le site internet, ça fonctionne très bien, je l'ai pris comme base, je l'ai testé, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui va être intéressant de noter, c'est cette ligne-là, ce qui va permettre à Docken d'avoir accès au Docker local et donc de pouvoir gérer tous les conteneurs de la machine locale. Ça va être pour la persistance des données, donc on cible bien le dossier data, j'aurais pu faire un ./data également ici. Et ça, c'est un autre volume que j'ai monté. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi j'ai ajouté cette ligne. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre navigateur, vous mettez l'adresse IP de votre Docker en précisant bien 2.3000 parce que par défaut, le service écoute sur le port 3000. Alors, moi, dans mon cas, j'ai un reverse proxy qui a publié l'application directement en HTTPS sans port spécifique. C'est pour ça que je n'ai pas exposé de port dans mon Docker Compose. Vous allez arriver ensuite sur l'interface de Docken. Alors quand vous allez arriver dessus pour la première fois, eh bien vous allez pouvoir constater que ici la liste des environnements est vide. C'est normal, parce qu'il ne va pas se connecter automatiquement à votre serveur local. Donc vous allez dans Settings, vous allez ensuite dans Environnement ici, et vous allez venir ajouter un nouvel environnement. Et cet environnement, vous lui donnez un nom, vous pouvez mettre éventuellement un ou plusieurs tags. Vous choisissez bien le type Unix Socket. Ce qui est mentionné ici, le Answer Agent, en fait, ça c'est un agent qui est développé par la même personne que Docken, que vous installez sur une machine distante, ça permet de s'y connecter. Donc ça c'est vraiment une approche, vraiment pour gérer plusieurs autres Docker sur la même instance. Et ensuite, vous pouvez directement cliquer sur Add ou naviguer ici dans les différents onglets. Donc je vais modifier mon serveur local qui est ici, qui a été configuré sur la même façon. On peut le voir à Unix Socket, on a mis le chemin vers le socket. Donc ça en fait ça correspond au volume qu'on a monté dans le Docker Compose. Après, on a un onglet Update ici qui permet de dire, ok, tu vas me checker, par exemple, une fois par semaine, tous les lundis à 4h du matin, s'il y a des mises à jour disponibles pour mes conteneurs. Et tu peux aussi aller encore plus loin en appliquant de façon automatique les mises à jour sur ces conteneurs. On peut même bloquer certaines mises à jour si on détecte que dans la mise à jour qui a été poussée, il y a des vulnérabilités. Ça veut dire qu'on peut anticiper et lui demander de faire une analyse de vulnérabilité avant d'appliquer une mise à jour. Alors là, on est sur quelque chose quand même d'assez global. Au niveau de la gestion des mises à jour, vous n'irez pas aussi loin qu'avec WhatsApp Docker, par exemple, que j'ai pu présenter dans une autre vidéo. Donc ça, c'est à savoir. Par contre, voilà, c'est une possibilité quand même assez intéressante offerte par Docken. Ensuite, dans l'onglet Activity, vous allez pouvoir dire si Docken doit collecter ou non différentes métriques sur l'utilisation des conteneurs, le CPU, la RAM, l'état des conteneurs. Ensuite, la partie sécurité permet d'activer ou non le scan de vulnérabilité sur cette hôte Docker avec soit l'un soit l'autre des outils que j'ai déjà mentionnés en introduction, sachant que s'ils ne sont pas installés, il va vous le dire, vous avez juste à cliquer et il va déployer l'outil de façon à pouvoir l'utiliser. Donc là-dessus, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de particulier à faire. Et enfin, la section notification qui vous permet de recevoir des alertes par mail, sur Telegram, sur Discord ou autre, en fonction de différents événements. Ici, j'ai configuré un canal de communication par mail. Donc si je le sélectionne, je peux ensuite dire, voilà, tu vas m'envoyer un mail quand il y aura tel ou tel événement. Et donc, il y a quand même un bon nombre d'événements pris en charge, comme par exemple la détection d'une nouvelle faille, une nouvelle image qui est disponible, un problème d'espace disque, etc. Quand la configuration est terminée, vous faites test connexion et vous cliquez sur Save. À partir de là, vous avez votre premier hôte Docker qui est connecté à Docken. Vous pouvez en ajouter d'autres en allant déployer possiblement en amont l'agent tel que je l'évoquais. Alors avant de basculer dans tous les menus qui sont sur la gauche ici, on va aller faire un petit tour dans le menu authentification puisque par défaut Docken est accessible sans authentification, donc c'est open bar et ça j'aime pas trop. Donc du coup vous allez dans Users ici, vous allez créer un nouveau compte utilisateur qui sera admin de la plateforme. Et on nous dit bien ici que tous les utilisateurs ont accès à tous les environnements. C'est un petit peu le défaut entre guillemets de la version gratuite, de la version personnelle, mais en même temps, voilà, si c'est pour du Home Lab, c'est acceptable. Si vous voulez plus de contrôle, il vous faut la version entreprise. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez activer l'authentification, et vous ne pouvez pas le faire avant. Et donc vous faites ça, et à partir de là, vous allez devoir vous authentifier auprès de Docken. Et donc ça protégera l'accès à cette interface qui reste malgré tout sensible. Voilà, là vous venez vraiment de faire la base. Ajouter l'hôte, configurer un compte utilisateur, activer l'authentification. Maintenant, on va pouvoir commencer à naviguer un petit peu. Déjà, sur la partie tableau de bord, vous allez avoir un aperçu global de l'ensemble de vos hôtes Docker. Donc, il peut y en avoir qu'un seul, comme c'est le cas ici. Vous pouvez décider de modifier l'affichage, par exemple, pour avoir des informations plus précises. Donc, on a une belle carte qui est proposée, qui offre un aperçu assez précis sur l'état de cette hôte Docker. On peut ensuite basculer dans la partie container. Là, vous avez une visibilité complète sur l'ensemble des containers présents sur cette machine. Vous avez l'état, vous avez le nom, l'uptime, la consommation en RAM, en CPU, en réseau, en disque, l'IP du conteneur, éventuellement s'il y a des ports exposés, si on a de la mise à jour automatique d'activer ou non,
et la stack Docker Compose qui est potentiellement rattachée. Donc là, on a quand même une visu qui est je trouve, très sympa. Quand il y a un encadré, comme c'est le cas ici, c'est qu'il y a une update de disponible, donc ça nous saute directement aux yeux, c'est assez facile. On a des petits boutons ici assez sympas, par exemple pour checker les updates, pour appliquer les updates, pour faire un nettoyage, pour rechercher un container, ou même pour filtrer au niveau de l'affichage. Et si je clique sur un conteneur, par exemple celui-ci, eh bien, j'ai des détails supplémentaires sur ce conteneur, sur l'image utilisée, sur la commande d'exécution. J'ai même les logs en temps réel qui vont apparaître ici, donc ça c'est quand même très sympa. Je peux mettre pause parce que sinon ça défile en temps réel, je peux jouer sur l'affichage. La partie layers, là vous pouvez voir de quoi est constituée l'image Docker qui est utilisée par ce conteneur. Ça, je trouve ça quand même génial de pouvoir voir ça directement dans la solution. Et donc vous avez tout le détail comme ça vous permet vraiment, si vous le souhaitez, d'aller voir ce qui se cache dans telle et telle image Docker, les process exécutés, la partie réseau, les volumes montés. Ça, la partie file, c'est les données vraiment dans le conteneur. La partie environnement, c'est pareil, ce sont toutes les variables d'environnement qui sont associées à ce conteneur. La partie labels, c'est pareil, c'est les labels, par exemple les labels Traffic qui ont pu être configurés. La partie sécurité, là ça donne des informations plutôt sur le contexte d'exécution, par exemple si on est sur un conteneur privilégié ou non. La section ressources, c'est pareil, il permet d'indiquer s'il y a eu des limitations qui ont été posées au niveau, par exemple, au niveau de la consommation de RAM. Et puis le dernier onglet, on est sur les health checks qui ont pu être configurés au moment de la création du conteneur. Là il n'y en a pas, donc du coup la section est vide. Mais il y en a quand même beaucoup d'informations. Et ça, vous avez ça pour chacun de vos conteneurs. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Si vous allez dans la partie log, ici, vous êtes sur l'aperçu des logs, mais au niveau global. Et vous pouvez ensuite basculer, tiens, moi je voudrais afficher les logs de ce projet-là, puis aussi de celui-ci, de celui-ci. Et donc vous faites vraiment votre petite liste, et ça affiche tous les logs correspondants dans la console. Et surtout, chaque projet a sa couleur. Donc ça, c'est aussi très pratique pour pouvoir faire une analyse des logs sur un ensemble de conteneurs. La partie shell, là, c'est pour vraiment ouvrir un shell sur un conteneur. Alors c'est pas des connexions SSH, c'est vraiment un shell direct sur le conteneur. La partie stack, c'est tout ce qui est Docker Compose, je vais en parler juste après plus en détail. Les images, ce sont toutes les images que vous avez sur votre machine locale et potentiellement celles qui sont utilisées par vos conteneurs Docker. Ça vous dit par exemple que cette image elle est non utilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet qui l'utilise. On a le détail qui est affiché. Si vous avez plusieurs images, par exemple ici pour Traffic, il me dit voilà, tu as un conteneur qui utilise cette image-là. Par contre, l'image de la version 3.5, elle n'est pas utilisée. Donc je pourrais décider de la supprimer directement ici, même si j'ai un bouton présent en haut à droite qui me permet aussi de faire le nettoyage et de supprimer tout ce qui est non utilisé. Donc là, on est vraiment sur de l'action classique. On pourrait faire en ligne de commande, mais là, on le fait en web. C'est très pratique et très facile. Si on continue, on a la gestion des volumes, la gestion des différents réseaux qui sont déclarés, notamment ici mon réseau front-end, moi que j'utilise pour Traffic, on voit qu'il y a 15 containers de rattachés dessus. Je peux afficher les détails, ce qui me permet de voir quels sont les conteneurs rattachés à ce réseau, et j'ai à chaque fois l'adresse IP du conteneur. Donc là encore, c'est très précis, très détaillé et directement facile d'accès dans l'interface web. La partie registre, ce sont les potentiels registres d'images Docker qui ont été déclarés. L'activité, c'est un petit peu l'historique d'activité de votre plateforme. Si vous créez un nouveau projet, si vous supprimez un conteneur, si vous en lancez un nouveau, etc., tout ça va être tracé à cet endroit-là. La partie planification, ça c'est pour toutes les tâches planifiées qui vont tourner au niveau de Docker. Par exemple, il peut aller checker les mises à jour Docker sur vos conteneurs. Donc ça c'est la tâche qui est ici, tous les lundis à 4h du matin. Donc ça c'est ce que j'avais configuré précédemment dans les paramètres de l'autre. Mais on a toutes les tâches qui sont présentées ici. Et enfin la partie settings, ce sont vraiment les paramètres principaux globaux de la plateforme. Donc là, on peut gérer la rétention de log, le fuseau horaire, vraiment des paramètres plutôt globaux à toute la plateforme, les environnements déclarés, les registres, la partie Git, si vous voulez connecter votre Docker à un dépôt Git pour directement envoyer vos stacks depuis un dépôt Git, ça peut être sympa. La partie config set, donc ça c'est des templates. Notification, là on voit que j'ai fait une config email via Gmail, mais on peut ajouter un autre canal. Donc on est sur de la price pour tout ce qui est les autres notifications qui ne sont pas des mails, mais on peut envoyer vers du Discord, du Slack, du Telegram, etc. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il faut juste respecter, la nomenclature à price pour déclarer ici les canaux de communication. La partie authentification qu'on a déjà vue, la section licence, donc là j'ai pas de licence, c'est la version gratuite, et ici on a les détails sur la solution. Maintenant on va passer sur la partie stack, qui est très intéressante, parce qu'elle va nous permettre d'avoir une visibilité complète sur les stacks Docker Compose. Donc si je prends par exemple Patchmon ici, qui s'appuie sur plusieurs conteneurs, si je déplie déjà, je vois que lui il a 4 conteneurs, j'ai une aperçu global sur l'état des conteneurs, sur la RAM consommée, etc.
Et si je clique sur Patchmon, eh bien, j'ai accès au Docker Compose.yml, éventuellement ici aux variables d'environnement qui ont pu être déclarées. J'ai la visibilité en mode graphe. Donc là, en fait, ça m'offre un peu une vue en mode cartographie de ce projet. Je peux voir que voilà, j'ai plusieurs conteneurs, database, Redis, backend, frontend, qui sont reliés sur le même réseau. On voit qu'il y a des liens entre ces conteneurs, notamment bien en fait tout ce qui est dépendance. C'est ça qui est mis en évidence ici. Et je pourrais même, depuis cette vue, eh bien, décider d'ajouter un nouveau service, un nouveau réseau, volume, une nouvelle config, etc. directement à ce niveau-là, plutôt que de passer par l'éditeur. L'éditeur qui est ici, qui prend en charge le format YAML, il n'y a pas de souci, donc on peut facilement modifier le Docker Compose. Alors comment j'ai fait pour justement pouvoir modifier mon projet Docker Compose pour Patchmon que j'ai créé à la base en dehors de Docker? Et bien ça en fait c'est parce que ici quand vous allez avoir vos conteneurs, il va vous dire si c'est de l'internal ou pas. Comme ici on voit untrack parce qu'en fait je l'ai créé en dehors de Docker volontairement pour vous montrer. Et ensuite vous pouvez du coup décider d'adopter un projet. Sauf que pour adopter un projet, il faut que Docker ait accès aux données de ce projet et notamment le fichier Docker Compose. Donc ce que j'ai fait ici dans le Docker Compose de Docker, c'est que je lui ai monté la racine que j'utilise où je stocke tous mes projets. Et donc dans mon dossier MyOPT Docker Compose, ici j'ai tous mes projets qui sont référencés. Donc ce qui fait que si je lui monte cette racine, il va pouvoir accéder à l'ensemble des données et reprendre la main sur ses projets, ce qui me permet de les gérer via VS Code, via Docker, et tout va pouvoir communiquer. Sachant qu'à tout moment, je peux enlever Docker, ça continuera de fonctionner. Il ne crée pas de dépendance vis-à-vis de vos stacks Docker Compose. Il va simplement vous permettre de les lire et potentiellement de les modifier. Donc ne montez pas ça en lecture seule ici. Vous pourriez aussi décider, non pas de monter la racine, mais plutôt uniquement des dossiers bien précis correspondant à certains projets. Dans tous les cas, quand vous êtes ici, vous avez Patchmon, vous pouvez très bien modifier et puis sauvegarder et relancer. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Une fois que vous avez décidé de monter votre volume, et bien en fait, ici, vous faites Adopt, vous allez chercher le répertoire en question qui va être monté désormais sur le serveur, et puis vous sélectionnez tous vos projets et vous les adoptez. Vous lui dites de scanner, en fait. Voilà, comme là, il me dit, voilà, il a détecté ce projet-là. Je l'adopte directement dans Docker, et du coup, maintenant, je peux le gérer par cet intermédiaire. De la même façon, si vous créez, en fait, une nouvelle stack, et bien par défaut, donc là, je vais mettre un nom, démo par exemple, et bien on voit qu'il va stocker ça dans app data stack srv docker demo, donc le nom de l'hôte, le nom du projet et compose.yaml. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait ne pas monter le répertoire comme je l'ai fait, et puis garder de côté l'existant. Vous avez quand même la main dessus d'une façon plus limitée dans Docker, mais si vous voulez vraiment avoir la main complète sur vos nouveaux projets, vous les faites par cet intermédiaire. Lui, il va les stocker à cet endroit-là, mais ils seront persistants malgré tout, grâce au volume qui a été monté dans la configuration. Et vous pouvez faire ça directement ici, et si vous souhaitez stocker les nouveaux projets à la même racine que les anciens, vous modifiez ici la destination, vous prenez votre chemin, vous faites sélectionner, et lui va faire directement un sous-dossier avec le nom du projet. On voit démo ici, il a fait un sous-dossier démo et compose.yaml. Comme ça, vous gardez votre même organisation, sauf qu'au lieu d'utiliser VS Code et ensuite de naviguer entre la ligne de commande Docker, etc., vous faites tout avec Docker du coup. Donc ça, c'est quand même très pratique aussi, je trouve également. Dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est l'analyse de vulnérabilité. Alors on va prendre cette image, par exemple l'image HTTPD ici, et on va cliquer sur le petit bouclier qui est là, on voit bien, ça permet de faire un vulnerability scan. Donc là il lance directement le scan avec les deux outils parce que j'ai activé les deux outils. Donc on le laisse travailler un instant, la première fois il faut mettre à jour les bases et tout, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, il scanne l'image et il va nous faire un compte rendu. Alors parfois, vous allez avoir des vulnérabilités qui vont être remontées. Elles ne sont pas forcément liées à l'application en elle-même, ça peut être lié à l'image de base utilisée par votre application. Si votre application s'appuie sur une vieille image Alpine, par exemple, qui contient des vulnérabilités, eh bien ça va remonter comme étant une vulnérabilité au niveau de l'image, mais c'est normal parce que ça provient plutôt de la source. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas important, mais voilà, il faut être capable quand même d'interpréter correctement les différents résultats. Alors je le laisse travailler et je vous reprends juste après. Voilà, donc là il me dit qu'il y a 140 vulnérabilités, notamment 3 critiques. Donc visiblement dans le paquet libSSL ici, la version qu'installée c'est celle-ci, et celle-ci contiendrait une faille de sécurité. Il faudrait passer sur la version Update 2 qui est mentionnée là, pour corriger cette faille qui semble visiblement assez récente puisqu'elle est estampillée 2025. On a quand même 70 vulnérabilités négligibles, donc ça en fait, on peut quasiment ignorer cette partie-là, mais c'est quand même bien d'avoir l'information. Et on peut basculer parce qu'en fait, entre les deux outils, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes remontées. Quand on peut le voir ici, il y a des vulnérabilités qui ne sont pas forcément les mêmes qu'au niveau de cet outil-là. Après, ça, vous pouvez vous en servir comme fonction d'audit, on va dire,
mais vous ne pouvez pas corriger les vulnérabilités directement à cet endroit-là. Là, pour corriger la vulnérabilité, il faut vraiment refaire une nouvelle image Docker avec les versions corrigées des librairies, des composants, etc., de façon à avoir une image qui est saine. Après, c'est pas parce qu'il y a une vulnérabilité qu'elle est aussi facilement exploitable, donc il faut pas hésiter à se renseigner, il faut pas non plus paniquer si vous avez, comme ici, pas mal de vulnérabilités, sachant que c'est une image, je crois celle-ci, qui est quand même assez récente au niveau de HTTPD, qui est une image très très utilisée au niveau de Docker. Voilà, cette présentation de Docker est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentant cette vidéo. Je suis curieux d'avoir votre avis. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette solution. Maintenant, je l'utilise au quotidien pour manager mon serveur Docker, donc que j'utilise notamment sur mon Home Lab. Donc vraiment, c'est une solution qui m'a tout de suite plu. L'interface est agréable, il y a beaucoup d'informations, on a vraiment tout sous la main. C'est bien présenté, on a même des infos qu'on n'a pas forcément connaissance avant, à moins de faire beaucoup de commandes, etc. Là, on a vraiment tout à portée de main. C'est vraiment prometteur comme solution. Je vous encourage à la tester si ça vous intéresse. Attention au cas d'usage, notamment en entreprise. J'insiste sur le fait qu'il y a une notion de licence pour les professionnels. On est sur un modèle de licence un peu plus particulier. On n'est pas vraiment sur de l'open source au sens classique, on va dire, du terme. Donc, c'est quand même à noter. Donc, n'hésitez pas à tester de vos côtés et puis à me dire ce que vous en pensez. Pensez à liker cette vidéo, à partager et on se retrouve très vite. Ciao!